Il y a des gens qui pensent que une Audi A3, une A2, un Q2, tout ça c'est un véhicule allemand, mais non, c'est pas vrai. Je vais vous raconter mes premiers pas avec les véhicules de luxe et comment ça s'est passé et un peu comment je suis tombé amoureux de ce type de véhicule. Donc en tout cas, j'ai acheté, toute première fois que j'ai acheté une Audi A6, donc c'était il y a quelques années, c'était un ancien modèle, mais ça ne change rien à sa qualité intrinsèque. Déjà quand je découvre ce véhicule, l'habitacle, je m'assois poste conducteur. Faut savoir que l'extérieur, il y a rien d'extraordinaire. Le véhicule n'était pas spécialement beau à l'extérieur, mais c'est pas important. C'est l'intérieur, comme je le dis, ce qui est le plus important. Alors quand je m'installe au poste conducteur, déjà je découvre l'univers Audi à l'intérieur. Donc c'était un intérieur tout noir, cuir, et du beau cuir bien épais de l'époque. Donc c'est du cuir de vache bien épais. Et puis on a toutes les petites boiseries, donc ronces de noyer bien sombres. Et là, ça a envoyé une chaleur et un côté luxueux assez impressionnant, avec les petits rappels de chrome par-ci par-là, et surtout le ronce de noyer qui est donc poli, verni, et on voit le détail, les petits détails du ronce de noyer. Et là, c'est une matière vivante de base, donc c'est très riche en informations visuelles. C'est ce qui fait ce côté luxueux, et ça s'est perdu parce que les gens se disent ça fait vieux, parce qu'ils ont vu peut-être des couleurs de bois un peu trop jaunes, un peu trop claires, qui faisaient peut-être penser à des meubles, à des trucs un peu anciens. Mais le beau bois précieux, parce que tous les intérieurs, tous ces bandeaux sont personnalisables par le client à l'achat en neuf. Et donc il y a plusieurs teintes, plusieurs essences de bois et tout. Et alors il y a des essences de bois qui sont beaucoup plus luxueuses que d'autres. Et donc celle-là c'était vraiment extraordinaire et très sombre. Donc ça fait pas le bois jaune là qu'on voit et que la plupart des jeunes se disent ouais mais ça fait vieux, ça à l'ancienne. Alors ils veulent de l'aluminium, sauf que l'aluminium c'est froid. Même si c'est travaillé, ça va être travaillé industriellement. Alors que là le bois, cette ronce de noyer, c'était merveilleux. Ça dégageait un aspect extraordinaire dans cet habitacle. Donc on a l'odeur aussi des cuirs. Et je me rappelle que donc ça faisait vraiment très très luxueux. C'était magnifique. Moi je venais, c'était ma toute première voiture, de mes premières voitures, et j'étais comme tout le monde sur une petite voiture française, Peugeot, Renault. Ça n'a rien à voir. On bascule dans un autre monde. Et surtout une A6, A8, c'est vraiment c'est les vaisseaux amiraux des marques. C'est là où il y a tout le savoir-faire. C'est des véhicules où là ils font vraiment beaucoup de marge. Et toute cette marge leur permet aussi de construire et de développer des technologies qui après arrivent sur des petits véhicules. On le dit pas assez, mais c'est grâce à ces gros véhicules qu'on a la clim, qu'on a l'ABS, la direction assistée, le radar avec maintien de la distance. Ça arrive en 98, toutes ces choses-là. Vous imaginez, ça fait plus de 25 ans. Et c'est arrivé sur les petits modèles grâce aux gros modèles. Parce que sur les gros modèles, ils ont des marges gigantesques. Ils vont peut-être prendre 30 000, 40 000 euros de marge. Donc ça veut dire qu'on peut payer des ingénieurs qui vont pendant des heures, des années faire des recherches. Donc ces ingénieurs-là, on peut les payer plus longtemps et mieux, et ils vont aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est les porte-étendards des grandes marques de luxe. Et c'est grâce à ces véhicules-là qu'on se retrouve sur les petits véhicules avec tous ces systèmes embarqués qui arrivent de série maintenant. À l'époque, c'était pas de série tout ça. Et là, j'en oublie, il y en a des centaines. Donc ça me revient pas comme ça, mais il y en a des centaines. Et faut savoir qu'un véhicule allemand, c'est à partir vraiment des Audi A4 qu'on commence à vraiment entrer dans l'univers des véhicules allemands. Il y a des gens qui pensent que une Audi A3, une A2, un Q2, tout ça c'est un véhicule allemand, mais non, c'est pas vrai. C'est des véhicules économiques, ils ont fait ça parce que c'est le business. Il faut savoir que jusque dans les années 70-80, ces constructeurs-là, le plus petit véhicule qu'ils avaient chez eux, c'est l'équivalent d'une série 3, donc d'une A4, d'une Laguna, d'une 508. Vous voyez, c'est ce type de gabarit-là. C'était ça le plus petit véhicule qu'ils avaient chez eux. Et même ils ont rechigné à vouloir faire la taille en dessous. Mercedes, ils se sont dit ça va jouer sur notre image. Alors ils ont commencé à faire de la taille en dessous, mais ils l'ont faite. Mais elle a rien à voir. Ce n'est pas aussi abouti que les grosses. Et même la A4, on est juste au début. C'est à partir de la A6 où c'est vraiment abouti. Là, ils ont mis le paquet, parce que là, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est des véhicules qui coûtent très cher, donc à l'époque, ça coûtait 100 000 euros en neuf. La A8, par exemple, la A6, un peu moins cher. Mais là, aujourd'hui, avec l'inflation, on se retrouve avec des tarifs qui ont doublé pratiquement.
Et donc c'est là-dessus qu'ils ont mis toutes les technologies, c'est tout leur savoir-faire. Et tant qu'on n'a pas essayé ces véhicules-là, on ne sait pas vraiment de quoi ils sont capables en fait réellement. Parce qu'une Audi A3 ou les petits gabarits, on n'a pas la sensation de conduite, il n'y a pas toute l'insonorisation, il n'y a pas la puissance du moteur, il n'y a pas le châssis, il manque des dizaines de milliers de trucs, il n'y a pas le luxe, ce côté statutaire, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment sur ces gros véhicules. C'est là-dessus que démarre l'histoire et c'est là-dessus qu'ils sont vraiment forts. Et c'est logique, c'est à cause des marges, parce que sur les petits véhicules, il faut savoir que les constructeurs prennent des toutes petites marges, hein. Ça a été démontré sur d'autres chaînes, c'est des toutes petites marges. Et c'est que sur ces énormes véhicules où les marges sont suffisantes pour pouvoir faire de la grosse recherche et développement qui va derrière découler sur tous les autres gammes de véhicules, toutes marques confondues, hein. On a tout un tas de technologies, ça vient que de ce véhicule-là. Et donc pour en revenir un peu à l'histoire de cette Audi, impressionné par cet habitacle, je dis waouh, j'avais jamais vu un tel habitacle, c'était vraiment magique, c'est magnifique. Et donc là, c'est le côté visuel, ok. Et après ensuite, en termes de conduite, eh ben ça n'a rien à voir avec les autres véhicules que j'avais pu conduire, parce que par exemple la boîte de vitesse manuelle, mais les vitesses elles étaient douces, elles passaient toutes seules. Et il n'y avait pas besoin ni de forcer ni rien, on sent pas de gêne. Et tout était doux, le freinage est doux, l'accélération est doux, la direction c'était d'une douceur et surtout ce silence à bord, c'était impressionnant pour moi parce que je venais d'une petite voiture française et j'ai jamais vu un véhicule aussi silencieux en route. C'est impressionnant, on n'a même plus envie de parler tellement c'est silencieux et ça te coupe de l'extérieur et c'est ce côté-là, ça m'avait vraiment impressionné et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ces gros véhicules-là. Et j'ai vu en fait, parce que j'ai même pu travailler sur le moteur, sur l'électronique, sur plein de choses. J'ai vu à quel point c'était construit. Mais c'est dans le détail, ça peut pas se voir. Faut les démonter, faut demander aux mécaniciens. Ils savent très bien que c'est pas construit de la même manière, c'est pas agencé de la même manière. Il y a tout ce qu'on ne voit pas est parfaitement agencé, accroché, etc. C'est doublé. C'est ça la différence, c'est que l'allemand il va aller travailler dans des emplacements mais c'est pas parce que ça se voit pas qu'il faut pas le travailler. Il est travaillé, tout est travaillé. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est quand on voit à quel point ils ont fait le boulot dans ces endroits, dans ces moindres recoins, qu'on est impressionné. On se dit waouh, quel travail. Il y a des gens, ils vont me dire ouais, tu t'es pro-allemand, machin. Les voitures françaises, faut faire marcher. Ok, ouais. Alors, est-ce que, je sais pas, moi, Stellantis, quand ils font le moteur PureTech, ils pensent aux Français, tu penses? Est-ce que ils ont pensé à toi, ils se disent, oh, le pauvre petit Français, oh, bah, ouais, non. Non. Et en plus, derrière ces entreprises-là, il y a des actionnaires. Tu sais même pas qui sont ces actionnaires. Donc en fait, t'es en train de dire ouais, faut acheter français, machin, mais tu sais même pas en fait qui est-ce que tu finances vraiment. Donc vaut mieux acheter une allemande où peut-être il y a de fortes chances que l'actionnariat soit directement sur place. Au moins tu favorises un voisin proche que d'aller favoriser des voisins éloignés qui vont peut-être pas t'apporter grand-chose. Non, je pense qu'il faut raisonner, faut penser à son intérêt et après les équilibres se font tout seuls parce que tu sais pas derrière les intérêts qu'il y a. Renault, il s'en fout de toi. Tu vois, si t'achètes pas, c'est pas grave, il va les vendre à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Donc toi, tu dois penser à ton intérêt. Il faut pas se dire, moi, je penserais pas comme ça en mode, ouais, il faut favoriser. Alors pour les petits commerces locaux, je veux bien, mais pour les grosses industries, c'est n'importe quoi. On peut pas même pas parler de nationalisme ou de je ne sais quoi. C'est pas possible. Tu sais pas derrière, c'est dilué, il y a des actionnaires, c'est des milliards, tu peux pas. Pour le commerce local, faire travailler les petits commerces locaux de ton village, de ta ville, de ton quartier, bon bah là, je suis d'accord, ok. Et là, de toute façon, t'as pas le choix, ils s'en battent chez toi. Et dans tous les cas, ils seront là. Mais voilà, donc cet argument pour moi, il tient pas. On doit prendre ce qui est bon pour nous. Et de toute façon, les gens, c'est ce qu'ils font. Ils ont le choix entre un produit chinois pas cher et un produit haut de gamme, ultra cher, 100% français. Bon, la plupart, ils vont aller acheter le truc chinois. Ils en ont rien à foutre du côté la France, chauvin, etc. Non, non, c'est voilà. Donc on va pas venir m'opposer cet argument. Non, c'est voilà. Si demain le français il se met à faire de la voiture supérieure à l'allemand, ce qui est tout à fait possible, et ça marche, et on se dit bon bah on sait pas, hein, dans plusieurs dizaines de milliers d'années ou dans des centaines d'années, j'abuse un peu, mais dans des dizaines d'années, on sait pas, on sait pas ce qui peut se passer. Et là je dirais ok, bon euh, bah, on va acheter. Voilà, c'est tout. Qu'il faut rester factuel. Si c'est bon, c'est bon. Si c'était mauvais, on va pas aller se dire oui, ils sont mauvais. Mais non, moi je préfère acheter
Voilà, je préfère acheter des mauvais produits, mais moi, je soutiens. Mais tu sais même pas qui tu soutiens vraiment, donc cet argument tient. Donc pour continuer un peu dans cet argumentaire, on va m'opposer le fait que qu'un véhicule neuf à 50 000 euros, on préfère acheter un véhicule neuf, j'ai pas envie d'acheter un véhicule d'occasion. Et en fait, il faut savoir aussi qu'un véhicule allemand, en tout cas ces grosses-là, même à 3 ans, et ben la valeur, l'aperçu, l'effet perçu neuf, il reste, il est encore là. Et ça a été démontré par des journalistes spécialisés que cette valeur perçue à neuf est restée 3 ans, 4 ans, alors que par exemple sur d'autres types de véhicules, au bout de 3-4 ans, les plastiques se patinent, on commence à voir que ça a vieilli. Et donc c'est là où je dis aussi, il y a des gens qui pensent que le plastique dur, il n'y a qu'une seule qualité. Non, il y a plusieurs qualités, c'est la preuve. Parce qu'il y a des plastiques durs comme ça qui sont capables de rester neufs pendant 2-3 ans. Donc c'est forcément un plastique dur de meilleure qualité que celui qui va se patiner, s'abîmer au bout de 2-3 ans et qui va paraître plus vieux. Donc les habitacles de ces véhicules-là, même l'état, le fonctionnement, comme les pièces sont un peu plus épaisses, la peinture est plus épaisse, il y a plus de produits avant la peinture, l'acier, tout, il y a des milliers de petites choses. C'est l'addition de toutes ces petites choses qu'on ne voit pas qui fait que ce véhicule est vraiment différent des autres véhicules. De toute façon, à la conduite, et c'est vraiment à la conduite, mais il faut y passer une journée au moins à conduire ce type de véhicule pour se dire waouh. Et puis quand on passe qu'on passe de l'un à l'autre, on dit waouh. Comme je disais l'autre jour, entre l'espace, le manque de confort qu'il y a. Donc ok, c'est moderne, on a les tablettes, c'est ultra high tech, des centaines d'aides à la conduite, tout ce qu'on veut. Mais quand je vois la Mercedes classe E de 2005, qui a un confort tellement supérieur, alors qu'elle est 2005, la voiture conçue peut-être en 2004, il y a un problème, quoi. On se dit comment c'est possible qu'ils sont pas capables d'obtenir un véhicule aussi confortable. Ils pourraient au moins, au minimum, ce qu'ils auraient pu faire, c'est aller copier directement. Un véhicule de 25-30 ans, aller copier la manière dont il a été construit pour l'intégrer dans ce véhicule neuf. Voilà. Parce qu'on a vraiment l'impression de conduire une charrette à côté. C'est vraiment ça, où on sent la route et machin et tout. Et alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'ai eu un argument comme ça quand je parlais de confort de véhicule, où on me dit, ouais, t'es vieux jeu. Alors, c'est une personne qui a plus de 60 ans qui me dit ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même vision des choses. Moi, je suis quelqu'un de factuel et qui pense au quotidien, à notre quotidien. Je suis pas en train je parle pas de plaisir, je parle pas de voiture de sport. On parle de voiture de tourisme au quotidien. C'est d'une A6, on parle pas de S6 ni de RS6. Donc on peut pas me dire ça. Donc quelqu'un qui veut juste aller au boulot, s'il peut y aller confortablement ou y aller dans du bruit et se stresser en plus pour réduire sa durée de vie, bah c'est qu'il est pas très intelligent. Donc le but quand même de nos vies, c'est quand même d'essayer de les améliorer, d'être dans le confort, le meilleur confort possible. Après, je veux bien qu'il y a toujours un petit groupe de personnes qui veulent des trucs rustiques, qui détestent le confort et qui veulent. Je veux bien, mais bon, on est comme dans une société de consommation, de masse. On a des smartphones, on a des centaines de milliers de trucs qui nous facilitent la vie. Moi, quand je vais dans un magasin, je vois un escalator, je vois des escaliers. Et la plupart des gens, ils prennent l'escalator. Donc, on est quand même dans cette société-là. Donc, faut arrêter de me dire le contraire. On peut pas me dire le contraire. Moi, je raisonne dans la globalité. La plupart des gens, je les vois, ils sont sur la route, ils veulent du confort pour pouvoir aller chez eux, aller voir leurs amis, etc. Voilà, le reste, s'ils ont le choix entre une voiture confortable au même prix et une voiture non confortable, ils vont forcément choisir la voiture confortable. C'est quand même mieux. Le véhicule, c'est juste un moyen de déplacement. Si on peut se déplacer dans un confort qui fait qu'on arrive à 600 km plus loin, dans un état frais, on est prêt à aller manger avec ses amis, faire la fête ou j'en sais rien, ou d'arriver vraiment fatigué, se dire ah non, moi j'ai plus envie, je vais aller dormir, je suis trop fatigué, le trajet m'a tué. Bah non, non. Donc moi, mon argument, il est 100% viable par rapport à ça. Donc on doit aller vers du confort, c'est le but. Et si on réduisait le véhicule à son simple, l'idéal même, ce serait de plus se déplacer. Si on se téléportait, on aurait pu. C'est une contrainte le déplacement en fait. On se déplace, c'est pas par plaisir. S'il y avait la téléportation, il y aurait plus de véhicules. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette étape, si on pouvait la gommer, donc le confort, il est là pour gommer cette étape. Et c'est pour ça que j'essaie de raisonner factuellement. Et je vais pas raisonner pour 10%, 5% de la population. Voilà. Et ce qui m'avait vraiment impressionné aussi dans cette Audi A6, c'était la nuit, c'était impressionnant. J'allume le commodo des phares et je vois partout des petites lumières rouges qui s'allument.
Mais partout, les poignées, elles sont éclairées. Alors ça peut paraître étonnant, mais pour des véhicules années 2000 et à l'époque, c'est extraordinaire. Quand on vient d'un petit véhicule, il n'y a pas l'éclairage de poignée de porte, il n'y a pas le petit éclairage de dévis de poche. Il y a des éclairages partout, des petites lumières rappel, et on a l'impression vraiment dans un cockpit d'avion la nuit parce qu'il y a vraiment tout est allumé et tout ce qu'on a besoin, le réglage des sièges, c'est éclairé, tout est éclairé, tout ce qu'on a besoin est à portée de main et éclairé. Il y a des véhicules, des fois, et tellement il y a peu d'éclairage au niveau des commandes importantes, un éclairage doux, et ben on cherche quoi, on est obligé d'allumer une lumière pour essayer de toucher, chercher un bouton ou de réglage ou autre, on voit pas bien. Et ça m'avait impressionné ça aussi, je me rappelle très bien. Les petites lumières rouges, ça crée vraiment une sacrée ambiance. Plus le silence, la nuit, c'est cet environnement bien sobre, luxueux, le bois, le cuir, la sensation de conduite, etc. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que j'ai dit waouh. Je découvre. C'est comme les iPhones, c'est pareil, comme tous ces produits-là, quand on les découvre, qu'on passe d'un produit médiocre, mal conçu, à un vrai produit bien conçu, c'est assez impressionnant. On se dit waouh. Et là, bah, après, on veut toujours plus, hein, forcément, parce qu'on est. Pourquoi pas. Voilà.